Bonsoir. La lutte contre le chômage des jeunes est l'une des priorités du gouvernement togolais. Des initiatives sont prises ça et là pour venir à bout de ce phénomène. Et de plus en plus, il est fait état de la réorientation, plutôt l'orientation des apprenants vers des secteurs dits porteurs. Quels sont-ils et comment orienter alors les apprenants et même ceux qui sont déjà sur le marché de l'emploi? C'est à cela que vont répondre les invités au cœur de la nation de ce soir. Et ces invités, c'est d'abord Dr Charles Biriga. Il est fondateur, président, directeur général de ESA, École supérieure des affaires. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Juste à côté, nous avons M. Hakimou Tchaniaou. Il est doctorant en sciences de l'éducation et de la formation. M. Tchaniaou, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également le directeur général du cabinet informatique IPNET Expert SA, M. Paou Batana. M. Batana, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons Dr Petit Martin Messi. Il est expert en programme de certification et directeur général de WANAM International Afrique. Dr Messi, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Alors, nous sommes là ce soir pour parler de l'orientation et surtout de l'orientation vers les filières dites porteuses. Mais d'abord, il faudrait qu'on comprenne un peu ce qu'on entend par orientation. Docteur Biriga, dites-nous, quand on parle d'orientation en éducation, par exemple, qu'est-ce qu'on doit comprendre? En fait, l'orientation aujourd'hui dans le secteur de l'éducation est indispensable aux jeunes. On attend par là aider un jeune à faire un choix judicieux. Parce que le choix de votre parcours académique va déterminer votre réussite professionnelle. Si vous faites un mauvais choix, et vous ne faites pas une bonne formation, demain c'est le chômage ou même un emploi que vous n'aurez pas envie de faire, que vous allez faire. Alors faire un bon choix en s'orientant correctement dans une filière donnée, dans un domaine donné, vous garantit un bon parcours professionnel. Et donc, disons que aujourd'hui, l'orientation, il faudrait que les parents d'élèves et les étudiants qui ont le bac, même avant le bac, depuis la classe de seconde, même depuis la classe de troisième, puisque les séries sont... Voilà, au niveau du lycée. Voilà, depuis la classe de troisième, si un enfant veut faire génie civil, il faut qu'il travaille beaucoup dans les maths pour faire C et D. Et donc, ça commence depuis la classe de troisième. Donc, il faudrait, depuis là, orienter les enfants par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et puis les orienter dans les filières porteuses, comme nous disons, pour ne pas sortir après tant d'efforts, avoir un diplôme qui non pas que le diplôme ne veut rien, mais peut-être qu'il n'y a plus de débouchés. Ou que le débouché est saturé, il y a trop de... Alors qu'il y a d'autres filières, d'autres marchés, filières porteuses, il y a d'autres besoins en termes d'emploi dans les entreprises. D'accord. Alors, il y a orientation et orientation. Donc, docteur Messi, donc l'orientation s'illustre comme, disons, une réponse au chômage des jeunes, c'est vrai. Oui, effectivement, comme le collègue le disait tout à l'heure, l'orientation aujourd'hui est fonction des habiletés intellectuelles, de sa motivation, de son expérience, de son vécu, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de déterminer un projet professionnel ou bien un projet d'études. Alors, selon vos aptitudes, très tôt, selon vos habiletés, selon votre expérience et selon vos capacités intellectuelles, vous pouvez très tôt, dès le bas âge, vous orienter selon vos habiletés, vos compétences. C'est pourquoi aujourd'hui, les enfants ou bien toute personne qui manifeste des compétences par rapport à un domaine très tôt, précis, je pense qu'il est très facile de déterminer en cette personne, à cet étudiant, à cet élève, l'orientation adéquate qui lui permettra aujourd'hui de définir ou de déterminer son projet professionnel ou bien son projet d'études. Donc ici, l'orientation aujourd'hui est un service qui permet de définir quel type de projet il est question d'embrasser dans votre carrière, dans votre vie et peut-être dans votre quotidien. D'accord. Monsieur Tchaniaou, donc on l'a compris, l'orientation détermine en quelque sorte l'avenir de la personne.
Oui, évidemment que l'orientation c'est fondamental dans les études de tous les apprenants. C'est l'orientation qui détermine le devenir même de nos apprenants. Donc, ceci étant, l'orientation prend en compte 4 aspects à ne pas négliger. Il y a d'abord la personnalité même de l'apprenant. Supposons qu'un apprenant veut devenir comptable, expert comptable, alors qu'il n'aime pas ce qu'on appelle les chiffres. Il n'aime pas manipuler les chiffres, donc cela n'est pas en adéquation avec sa personnalité. Il y a le projet professionnel dont le docteur vient de parler. Le projet personnel consiste à savoir quel métier l'apprenant envisage faire dans l'avenir après sa formation. Et c'est en fonction de ce projet professionnel maintenant qu'il saura s'orienter adéquatement. Mis à part cela, il y a un aspect également à ne pas négliger, l'aspect financier. Est-ce que vous avez les moyens financiers de faire la formation que vous envisagez faire? Si vous voulez faire par exemple le génie civil, est-ce que vous avez les moyens? Puisque le plus souvent c'est dans les écoles privées. Est-ce que vous avez les moyens? Il y a ça. Et maintenant, l'aspect fondamental même, c'est la compétence intellectuelle. Est-ce que vous avez les habiletés? Est-ce que vous avez les aptitudes pour faire cette formation-là? Si vous voulez être comptable alors que vous êtes nul en mathématiques, cela n'est pas possible. Vous voyez. Donc, il y a de ces aspects-là qu'il faut prendre en compte pour bien même orienter un enfant pour que ces études soient profitables à tout le monde. D'accord. Alors, Monsieur Batana, maintenant qu'on a compris un peu l'importance de l'orientation dans la vie des apprenants, alors comment orienter ces apprenants alors? Je vous remercie de m'avoir passé la parole. Pour orienter, il faut d'abord informer. Parce que dans la vie, on ne peut bien faire que les choses pour lesquelles on est inspiré. Donc, l'action de l'orientation commence d'abord par l'information. Il faut d'abord écouter l'apprenant pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Essayer de déterminer la liste de ce qu'il veut faire. Et essayer de lui expliquer ce que chaque chose demande en termes de compétences, de moyens financiers, d'opportunités. Voilà. Donc, ce n'est pas dire fais ceci et tu vas aboutir là. Non. Déjà, il faut comprendre les aspirations profondes de celui qu'on a en face de soi. Et l'écouter. Et puis lui expliquer ce que chaque chose implique. Quelles sont les choses qui vont offrir plus d'opportunités à moyen et long terme. C'est ça pour moi l'action d'orientation. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas véritablement parler d'orientation quand il n'y a pas d'information. Donc pour moi, un jeune élève qui veut à partir de l'université, c'est que déjà, il sait dans le domaine informatique, qu'est-ce que ça veut, quelles sont les opportunités qu'il va avoir à court et moyen terme. Côté finance, économie, etc. Il sait très bien qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui risque d'arriver dans chaque secteur. Et dans ça, il choisit là où il a plus d'aspiration. Parce qu'en fait, si vous remarquez bien, les gens qui sont très excellents dans ce qu'ils font, c'est que dans la plupart du temps, et même presque toujours, c'est qu'ils sont en train de faire ce qu'ils ont réellement envie de faire. Merci. D'accord. Non, je oui, voudrais juste dire, oui, comme le panel vient de le dire, simplement, il faudra que nous parlions de l'orientation dans un sens très large, parce que c'est un processus continu tout le long de notre vie. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on le met dans le contexte académique, on est un peu limitatif. Oui. Voilà, aujourd'hui, c'est un processus qui est ouvert à tout le monde. À tout le monde, l'orientation, voilà. Comme je l'ai dit au départ, l'orientation même pour ceux qui sont déjà sur le marché de l'emploi. Exactement, c'est ça que je voulais arriver. Et tout part de là, au fait. Avoir une multiplicité de compétences est aussi gage d'une multitude d'opportunités. Alors, il faut savoir seulement schématiser la société. Dans une société, nous avons, je parle en termes de plus simple, une société des hommes de base, c'est-à-dire ceux qui sont à un certain niveau, qui n'ont pas eu la chance. Nous avons ceux qui sont aujourd'hui dans l'enseignement et nous avons ceux qui sont dans le professionnel. Et les trois niveaux ont tous besoin de l'orientation. Ce qu'il y a à déterminer, c'est
quelles sont les opportunités à chacun des niveaux. Au niveau basique, je pense qu'aujourd'hui, nos formations ou bien nos besoins en termes de possibilités requièrent à ce que celui qui n'a peut-être pas eu à faire un parcours de l'enseignement supérieur ne soit pas déclassé, qu'il ait aussi un titre. Oui. Ça, c'est un appel vibrant et que c'est possible. Nous disposons aujourd'hui, par exemple, dans le domaine informatique, dans le domaine de la gestion stratégique, c'est-à-dire de la gestion, dans le domaine même de l'analyse des affaires, nous avons les perspectives de base. Lorsque nous rentrons dans l'enseignement supérieur, où effectivement nous avons un système déjà configuré avec des modules et des crédits spécifiques, simplement il faudra voir lesquels répondent aujourd'hui à la demande de la société, ou bien à la demande du marché du travail mondial. Il y a aussi ceux qui sont dans le professionnel. Oui. Vous voyez, l'innovation veut en sorte que toute personne qui est dans le professionnel se perfectionne davantage. Au fur et à mesure. Exactement. C'est aussi un processus continu qui fait en sorte qu'on ne se limite pas aux compétences qu'on a acquises dès le départ. Voilà. On cherche toujours, et c'est ça qui amène la société à être motivée, à être en mouvance. Et le problème de l'orientation aujourd'hui répond à ces trois exigences où cet appel doit commencer au plus bas, que personne ne se sente déclassé et que ceux qui offrent ces formations, ces possibilités, diffusent l'information le plus récurrent possible afin que tous se sentent concernés par ce processus d'orientation. Voilà. Merci beaucoup, docteur Messi. Docteur Biriga, alors c'est vrai que M. Batana l'a dit tout à l'heure, mais dites-moi par exemple au niveau de l'ISA, l'École supérieure des affaires dont vous êtes le fondateur, comment vous orientez les apprenants? Bon, premièrement, quand vous venez pour les informations avec votre bac, vous êtes accueillis par des conseillers. Systématiquement, qui sont là tout le temps, et toute la journée, même en soirée. Ils sont au minimum 3 et ils vous accueillent. Et ils ont des fiches techniques. Et sur ces fiches techniques, on vous donne les débouchés. Avec tel bac, et on vous dit quelles sont les filières que vous pouvez faire chez nous. Et voilà les débouchés. Et par rapport à ce que l'enfant rêve de faire, on l'oriente et il fait le choix. Donc on a une équipe qui a été formée, nous sommes certifiés ISO, donc on a une démarche qualité, ils ont été formés par des professionnels pour pouvoir donner ce genre de renseignements. Et deuxièmement, nous avons des séances d'orientation, cette année qui a été présidée par le professeur Tchételi, qu'on ne présente plus, qui est le directeur général fondateur de l'office du BTS, donc il connaît bien toutes les filières professionnelles et qui est professeur titulaire du CAMES en physique. Donc il connaît bien aussi le monde universitaire. Et donc aujourd'hui, cette année, on a fait des journées d'orientation où on a invité tous ceux qui sont venus auprès de notre établissement. Ils sont venus et ils ont eu toutes les informations. On leur a donné le temps de poser toutes les questions. Et en plus de ça, tous les jours que Dieu fait, et le professeur Djeteli est à la disposition des étudiants sur nos sites, et souvent l'après-midi, et des étudiants viennent, ceux qui ont encore des questions à poser, pour pouvoir mieux s'orienter. Parce que nous accordons une importance primordiale à cela. Parce que, vous savez, le privé, nous, on n'a pas le droit à échouer. L'échec, parce que si un étudiant sort de notre système, de notre école, et ne trouve pas d'emploi, nous aurons échoué dans notre mission. Voilà. Et ça peut remettre en cause l'existence de notre institution. Voilà, donc nous attachons une importance capitale dès le départ. Nous y investissons des ressources humaines, des moyens financiers, parce que tout ça que nous faisons sont payés sans que l'apprenant ne paie rien. Donc nous accordons une importance primordiale pour que ces jeunes puissent à la fin avoir un bon parcours académique, en vue d'avoir une bonne insertion professionnelle. D'accord. Alors, docteur, si je comprends bien, c'est-à-dire que par exemple, quand l'étudiant vient et puis il se présente, il dit moi je voudrais faire finance banque.
C'est-à-dire ce n'est pas automatique qu'on l'inscrive en même temps en finance banque. Non. Suivant tel diplôme, on vous présente toutes les filières que vous pouvez faire. Et nous, pendant les ans, on a supprimé des filières où il n'y a pas de boulot. Justement, finance, banque et assurance. Moi, depuis l'année passée, je l'ai dit aux étudiants, on a laissé les deuxièmes années passer le BTS, mais après... Et c'est fini. C'est fini, parce qu'il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de débouché. Et en assurance, j'ai discuté avec les compagnies d'assurance, c'est pas ça qu'ils recherchent. Dans la banque aussi, les banquiers préfèrent prendre des gens qui ont des spécialités, les former, faire des diplômes bancaires. Voilà. La finance banque aujourd'hui, je pense même que l'État doit avoir le courage de supprimer ces filières. Aussi bien l'université d'ailleurs, parce que nous sommes en train de former une masse de chômeurs. C'est des filières d'illusion. Bon, mais par contre, il y a d'autres filières comme l'archivage, il y a beaucoup de filières, l'informatique. Alors, nous orientons nos étudiants pour pouvoir faire ces filières-là. Donc moi j'ai fermé ces filières, il y en a d'autres aussi que j'ai fermées. Donc, et je dis aux étudiants, vos parents veulent investir l'argent sur votre avenir, sur votre devenir. Nous avons le devoir de bien vous orienter. Même si vous voulez faire le finance banque, je vous dis, il n'y a pas de débouché. Moi, je ne prendrai pas cette responsabilité. Si des collègues, des compagnies veulent le faire, ils n'ont qu'à le faire. Mais moi, j'ai dit aux étudiants, vous êtes comme mes enfants, je veux le meilleur pour vous. Donc, on leur donne ce langage et on leur présente toutes les filières. Mais d'habitude, ils ont été formés, les conseillers ont été formés de sorte que nous partons du rêve de l'étudiant. Il y a deux critères. Il y a son diplôme, s'il a le bac ADC. Maintenant, ce qu'il veut faire. Tous ces enfants, ils ont un rêve. Voilà, ce n'est pas de briser carrément le rêve dès le départ. Non, et nous tenons beaucoup, ça compte beaucoup pour la moitié, parce que la motivation de l'étudiant, ça permet à l'étudiant pendant le parcours, même s'il y a des difficultés, de les surmonter, parce qu'il a envie d'y arriver. Donc, on demande souvent à l'étudiant, qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ce métier de rêve? Et par rapport à ça, on lui dit, voilà telle filière. Si ce n'est pas le cas, on lui dit de faire un deuxième choix, un troisième choix, un plan B, plan C, et on arrive toujours à répondre à ce qu'il veut. Donc, si vous allez sur nos sites, même jusqu'à aujourd'hui, nous recevons encore des gens qui veulent venir chez nous. Nous avons des conseillers qui sont payés, au moins 3 sur chaque site, et qui reçoivent et qui ont des documents techniques avec des débouchés, les filières, etc. Et on vous donne toutes les informations. Vous allez vous réfléchir. Des fois, les parents d'élèves viennent eux-mêmes, on leur donne ces informations, et souvent, les élèves se retrouvent satisfaits. Mais nous leur donnons aussi la possibilité, au cours du premier trimestre, de réfléchir. Nous faisons des troncs communs. Voilà. Parce que vous touchez un peu à tout. Voilà. Pendant le premier trimestre actuellement, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle les troncs communs, surtout en première année, et nous les présentons les filières, les matières, et ils ont encore le temps de changer. Dans le LMD, vous pouvez... C'est une autre stratégie d'orientation. Oui, parce que c'est très important que l'enfant se retrouve dans la filière où il se sent à l'aise. Voilà, qu'il veut faire. Sinon après, il va s'absenter, il ne va pas venir à l'école, ou il ne sera pas motivé. Donc pour réduire le taux d'échec, le taux d'absentéisme, on accorde une importance à la rentrée, à cette orientation. Nous aurons d'ailleurs bientôt un passage dans les classes avec le professeur Giteli. On va encore en parler avec les étudiants pour qu'ils puissent vraiment bien choisir leur filière et réussir leur parcours professionnel. Et puis nous leur donnons des conseils. Vous savez, beaucoup d'enfants ne savent même pas les métiers d'avenir. Voilà. Ils ont besoin d'informations. Justement. Il y a des métiers qu'ils ignorent. Surtout. Docteur, nous reviendrons tout à l'heure sur ces filières porteuses-là. Monsieur Batana, alors vous évoluez, disons, dans le secteur informatique. Alors, comment se fait l'orientation à votre niveau? Je vous remercie. D'abord, nous avons écrit un livre vision sur les métiers informatiques. Et nous avons dit aux gens, nous avons la version électronique et la version imprimée. Et j'ai dit, tenez ce livre et ouvrez-le dans 5 ou 10 ans. Notre crédibilité en dépend. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce livre? D'abord, où est-ce que vous voulez travailler? Vous voulez rester au Togo? Vous voulez aller dans les autres pays africains? Vous voulez aller dans des parcs technologiques comme City, Hope City au Ghana? Déjà dès le départ. Dès le départ. En France, aux États-Unis. Où est-ce que vous voulez travailler? Ensuite, il y a plusieurs filières en informatique. On a fait, quand vous lisez ça, vous voyez les différentes spécialisations en informatique, les différentes branches en informatique, les spécialisations qu'il y a là-dedans,
et le métier auquel ça aboutit. Et croyez-moi, nous avons fait un poster qui résume tout ça sur 1,80 m par 1,30 m et 104 lycées au Togo. Bon. 104 lycées. Nous sommes passés au cours de l'année passée expliquer aux élèves des classes de terminale de Lomé à Dapa, en passant par Aniho et Palimé, dans 104 lycées, pour expliquer aux élèves et répondre à leurs questions. Leur présenter un peu les métiers de l'informatique. Les métiers de l'informatique. Il y a plusieurs spécialisations. Par exemple, du plus technologique, du moins technologique jusqu'au plus technologique, vous avez les systèmes d'information, vous avez l'informatique de gestion, vous avez réseau, système et sécurité, vous avez le développement d'applications, vous avez le génie logiciel, vous avez génie informatique, et puis dans certaines universités, il y a le génie électrique qui aboutit à des spécialisations informatiques. Tout ça, c'est dans le livre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir vous-même qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Vous voulez rester au Togo, aller dans d'autres pays africains, parce qu'aujourd'hui l'informatique est devenue complètement universelle. Donc il y a le livre Vision, il y a une vidéo qui explique, vous asseyez une dizaine de minutes et vous avez un aperçu global. Ok. Donc en dehors du livre Vision et de la vidéo et du poster, vous avez dans tous les lycées, dans 104 lycées au Togo. Et on est passé de lycée en lycée pour expliquer aux jeunes, nous leur disons, en informatique, si vous êtes compétent, vous ne serez jamais au chômage. En tout cas, si un jour ça vous arrive, vous pouvez passer faire un MBA et vous devenez un autre incontournable parce qu'on est dans l'ère de la formation. Vous voyez donc vous présentez déjà là, disons, un secteur porteur. Un secteur porteur et on explique en détail et les gens posent les questions, on le leur explique. Donc quand les gens viennent vers nous, ils veulent faire, c'est la même démarche. Il faut qu'ils comprennent, on ne décide pas à la place des jeunes. D'abord, vous demandez ce que la personne veut faire, vous voyez ses compétences. Tout à fait. Et puis, écoutez-moi très bien. Lorsque nous sommes passés dans le lycée, je leur ai dit que d'abord, si vous prenez n'importe quel domaine, vous allez faire de très bonnes études, vous êtes très compétent, vous ne pouvez pas être au chômage. Si vous n'avez pas de boulot, vous pouvez trouver le boulot. D'abord, Et je leur ai dit, quelque chose me dit dans mon cœur que l'agriculture, les énergies renouvelables, même si vous avez fait un poste en économétrie, ce n'est pas vous qui allez être au chômage. Mais j'ai bien dit, je n'ai pas la légitimité pour parler de ce secteur-là. Donc, je vais vous parler de ce que je connais. Ce que vous maîtrisez. Et donc, ça veut dire, ne pensez pas qu'il n'y a que l'informatique. Mais en informatique, si vous embrassez ce secteur-là, vous êtes bon, vous ne pouvez pas être au chômage. D'accord. En tout cas, pendant plusieurs années à venir. Et si jamais ça se passe mal, vous pouvez faire un MBA. Et comme nous sommes à l'heure de l'information, vous êtes quelqu'un qui comprend la technologie, vous connaissez comment faire les finances, vous êtes un Si ça se passe mal, vous pouvez vous réorienter comme on l'a dit. Oui, docteur Messi. Oui, je dirais par rapport à ce que les deux intervenants ont dit, c'est que nous avons hérité d'un système de nomenclature. Vous savez, moi je suis agrégé en statistique appliquée. Notre nomenclature ancienne était basée sur ce qu'on appelle aujourd'hui le LMD. Voilà. C'est-à-dire un niveau de grade 1 qui était le grade doctoral, le grade 2 qui est le grade master, le grade 3 qui est aujourd'hui le grade licence. Et il y a le grade 4, le grade 5 et le grade 6. Alors, ça c'est la nomenclature de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il faut présenter la nomenclature de la formation professionnelle. On a du mal à corréler la nomenclature de l'enseignement supérieur à celle de la formation professionnelle. Dans quel sens? On se dit, le doctorat est équivalent à quelle formation professionnelle? Et c'est cela qui fait appel aujourd'hui à ce que nous appelons un système d'évaluation de certification. Dans le système d'évaluation de certification, si vous avez le niveau 8 en certification, vous êtes équivalent à un grade de doctorat. Si vous avez le niveau 7 de la certification, alors, et la certification est orientée vers un module. Un module. Moi, je passe chaque année des programmes de certification mondialement connus où je ne parcours plus le système de crédit comme je le faisais
dans la nomenclature de l'enseignement supérieur. Voilà. Aujourd'hui, je suis expert en programme de certification parce que par rapport dans les domaines de formation bancaire, comptable, technique, j'ai eu à passer tous les grades qu'il faut pour avoir ce titre. Aujourd'hui, un doctorant, c'est bien, vous êtes doctorant, mais corrélez votre titre de doctorat avec une formation professionnelle qui correspond à une certification. C'est un apport. Dans le pays, nous n'avons pas encore cette plateforme où ceux qui viennent d'un cycle doctorat peuvent directement choisir une entité dans la formation technique et professionnelle pour se dire, moi je deviens expert dans tel domaine. Alors, il est important de faire savoir à la société que cela existe. Lorsque vous avez le grade 4, qui est l'équivalent du bac, vous pouvez directement vous orienter à une certification quelconque. Ça peut être dans un domaine des finances, ça peut être dans un domaine de l'audit, du contrôle interne. Il y a des modules. Je prends un exemple de l'audit. L'audit, aujourd'hui, est géré par un organe qu'on appelle le CIA. C'est l'organe mondial qui gère le programme d'audit dans le monde. Et le CIA a les 3 parties. Partie 1, partie 2, partie 3. Lorsque vous avez une licence, disons par exemple en audit, il est quand même important de vous orienter vers la certification, partie 1 au niveau de l'audit, pour 1, avoir une identité, 2, être identifiable dans la nomenclature mondiale des auditeurs internes. N'ayez pas votre licence et vous restez. Allez vers les singularités. Ça vous permettra de se professionnaliser. De sortir de votre licence qui a été obtenue à la suite d'une nomenclature accessible beaucoup de crédits. Voilà. Or, dans les programmes de certification, vous êtes dans l'unicité. Lorsque vous passez le niveau 1, vous l'avez, vous allez monter au niveau 2 et enfin au niveau 3. Et à partir de ce niveau, toutes les structures internationales utilisent aujourd'hui comme auditeur, c'est exigé, tous ceux qui ont le niveau 3. Voilà. Et vous êtes beaucoup plus opérationnel. Voilà. Or, cela n'existe pas dans la nomenclature de l'enseignement supérieur. Le niveau 3 correspond. Vous avez le doctorat. Il n'y a pas une expertise en audit. Voilà. Donc, là, il doit avoir cette synergie entre le système de l'enseignement supérieur qui est axé sur des grades et où il faudra aussi orienter ceux qui terminent ce système à aller vers les certifications qui leur permettra d'avoir la singularité. Et c'est cela qu'aujourd'hui, ils seront payés, ils auront monnayé leurs compétences. D'accord. Voilà. Docteur Messi, merci beaucoup pour l'explication. Alors nous allons avancer tout à l'heure, dès le début du débat. Docteur Birig a parlé disons, de l'orientation à plusieurs niveaux de l'éducation. Monsieur Tchaniaou, alors dites-nous, où est-ce qu'on parle d'orientation? C'est-à-dire à quel niveau? Est-ce que c'est au primaire, au secondaire, au supérieur? Alors, quand est-ce qu'on parle d'orientation pour l'apprenant? Bon, évidemment, quand on parle de l'orientation, elle commence bien évidemment à la maison. C'est que lorsque vous avez des enfants et vous voulez par exemple que tel enfant soit un scientifique ou bien tel autre soit un littéraire, il y a des jeux, qui sont purement littéraires, des jeux comme la manipulation des chiffres, qui conduisent, ces jeux-là conduisent les enfants à être bons, par exemple. Donc, disons, une orientation déguisée. Oui, c'est ça, une orientation mécanique, en quelque sorte. Maintenant, quand les enfants maintenant seront à l'école, il y a au cours primaire, là-bas, il n'y a pas pratiquement de problème. Maintenant, au niveau du collège, c'est au niveau du collège que l'orientation commence à se faire sentir, étant donné que au niveau du collège, nous avons des cycles. Il y a le cycle d'observation 6e, 5e, le cycle d'orientation 4e, 3e. Maintenant, c'est au niveau des deux classes 4e, 3e que vous saurez si
votre enfant est apte à faire après le BPC une filière générale ou bien une filière scientifique, technique. Nous avons les deux filières là. Maintenant, supposons qu'un enfant veut être, il aime le génie civil. Il aime le génie civil. Il est préférable qu'on l'oriente vers l'enseignement technique. L'enseignement technique pour faire la F4. Par rapport à celui qui fait la D et après le bac, il s'oriente peut-être à Nancy pour faire le génie civil. Celui qui a fait la F4, qui est diplômé en génie civil par rapport à celui qui a fait la D et qui est diplômé en génie civil, la différence est nette. Vous voyez. Maintenant, si il y a un enfant qui veut être par exemple comptable, qui veut être comptable également, bon, il faut l'orienter vers la filière technique. Bon, il va faire la G2 par rapport à celui qui fera la D et qui après le bac maintenant s'oriente vers la comptabilité. Il y a également une différence. Maintenant, celui qui veut par exemple faire la médecine, qui voulait faire la médecine, on sait que la matière la plus importante c'est la mathématique. Pour cela, l'élève doit faire la filière générale. Et maintenant, que ce soit le bac C ou bien le bac D, après maintenant il peut s'orienter en médecine. Maintenant, après le bac également, il y a une orientation. Et c'est là même que l'avenir même de l'enfant se joue. Puisque c'est pourquoi nous disons que l'orientation ne doit pas se camper seulement à l'université. Et qu'on doit tout faire pour que depuis le collège, même les enfants aient les informations nécessaires. Si vous n'avez pas d'informations nécessaires, alors que vous voulez faire ceci sans vous investir dans les matières, dans les disciplines fondamentales, vous verrez qu'après le bac, votre projet professionnel ne pourra pas être réalisé. Vous voyez. Donc, raison pour laquelle l'orientation doit commencer depuis le collège, surtout au lycée là, donner les informations nécessaires aux enfants pour qu'ils s'investissent davantage dans les disciplines fondamentales, là. Surtout les matières clés. D'accord. Alors, M. Kenyao, il arrive, ce n'est pas un cas isolé, mais on voit plus des bacheliers, par exemple, la personne a son bac, on lui demande qu'est-ce qu'elle veut faire, elle dit elle ne sait pas. Et il arrive des fois aussi que vous verrez la personne peut-être durant toute l'année, en terminale par exemple, elle a fait la série A, mais elle était, disons, moyenne ou un peu nulle en maths, et subitement au bac, elle sort avec un 17 en maths. Alors pour l'orientation, il arrive que peut-être on lui dit non, tu as 17, il faut aller faire les matières scientifiques. Comment cela se passe là? C'est une mauvaise orientation. Oui, ça ne se fait pas d'une manière automatique comme ça. C'est pourquoi pour orienter un apprenant, il faut au-delà des relevés de notes au bac 1 au bac 2, il faut également les bulletins. On prend les bulletins même depuis la seconde jusqu'en terminale. Donc, quand on compare les notes sur les relevés du bac 1 du bac 2, comparativement aux notes des bulletins, s'il n'y a pas compatibilité, on saura que c'est peut-être c'est un hasard. Donc on va l'orienter en fonction de ses compétences, de ses aptitudes, en fonction de ses compétences dans les matières dans lesquelles surtout l'élève a eu de bonnes performances. Mais on ne se focalise pas seulement sur les notes du bac. Docteur Birega, à votre niveau, vous faites également cet exercice-là d'avoir peut-être disons, suivre un peu le parcours de l'élève, peut-être depuis la seconde ou durant toute l'année en terminale, comment cela s'est déroulé, ou vous voyez juste les relevés de notes? Non, nous, en fait, nous commençons, puisque les étudiants pour venir à l'ESA doivent avoir le bac. Donc, nous voyons le bac et la filière. C'est le bac A, D, C, et en fonction de ça, nous commençons l'orientation, cette fois-ci dans le supérieur. Et comme je l'ai dit, nous leur donnons, par exemple, pour le bac D, il peut faire le génie civil, il peut faire IG informatique de gestion, il peut faire le réseau télécom, il peut faire CGE pour devenir expert comptable comme moi,
il peut faire beaucoup de filières. Donc, si quelqu'un qui vient avec le bac A, il y a beaucoup de filières TT, il y a secrétariat direction, secrétariat bilingue, il y a secrétariat commercial bilingue, il y a AGRH, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. On lui dit, parce que souvent, vous savez, les jeunes, ce que nous avons remarqué, même s'ils ont des idées arrêtées sur ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas l'information sur toutes les possibilités, les potentialités qu'offre leur filière. Le bac A aussi, c'est un bon bac. On peut trouver un bon métier, une bonne filière sur ALESA. Et surtout une filière porteuse. Porteuse. De toute façon, chez nous, les filières, vous savez, je suis expert comptable, je suis commissaire au compte de plusieurs sociétés d'État, donc j'ai l'information. C'est un peu d'un délit d'initié, mais j'ai l'information sur les besoins de l'entreprise. Et c'est en cela que quand je vois une filière que les entreprises n'ont pas besoin, automatiquement, ça ne sert à rien de former. Non, je ne veux pas tromper les jeunes. Donc j'ai cette information par rapport aux autres qui sont sur le marché, et je peux certifier que les filières qui sont chez nous, ils ont des débouchés. Mais si d'aventure, on voit que ça ne marche pas beaucoup, on leur dira, écoutez, cette filière, allez ici. Par exemple, je prie tout le temps pour dire aux jeunes que le bac A de faire l'archivage. Nous avons réussi à avoir l'agrément. Et nous avons réussi à coopter M. Koulebiali, qui a été le directeur de la Bibliothèque nationale, un expert en archiviste, qui a réuni une équipe pédagogique. Mais les jeunes ne veulent pas y aller, alors qu'il y a un besoin énorme, aussi bien dans l'administration que dans les banques. Docteur, peut-être que ils n'ont pas l'information. Moi-même, je leur parle lors des journées d'orientation. Cette année, on leur a dit, mais ils ne veulent pas aller. Alors que l'archivage aujourd'hui, surtout l'archivage électronique, c'est un domaine qui fait vivre son nom, mais très bien. C'est un métier qui est devenu international. Vous avez un domaine comme la QSE, qualité, sécurité, environnement, qui a été un métier transversal, où toutes les filières, ceux qui ont fait la licence, donc quelle que soit la spécialité, peuvent le faire. Aujourd'hui, justement, ce jour, c'est la journée internationale de la normalisation. On sait qu'aujourd'hui, pour exporter les biens et services, il faut répondre aux normes. Voilà, il faut respecter des normes. L'administration doit respecter des normes, le privé doit respecter des normes, et là, on manque de qualité. J'ai réussi à faire venir cette formation au Togo, je suis le premier à le faire, de délocaliser de l'IAM de Dakar. Nous avons faire venir des experts de France qui enseignaient, ce qui nous a coûté beaucoup d'argent. Mais malheureusement, beaucoup ne comprennent pas cette filière. Même certains, quand on leur dit de payer le prix, alors que je peux vous certifier qu'aujourd'hui, les produits que nous avons sortis, sur 60, aucun n'est au chômage. Dans le directeur des services qualité Togo cellulaire, c'est un de nos produits. Il y a une qui est actuellement à Dakar dans une organisation internationale. Docteur, là, vous faites de la publicité. Non, mais la publicité, pour que les gens comprennent que, il y a des... Par exemple, je donne un exemple. On peut faire une licence en géographie, en sciences naturelles, et venir vers la QSE. Comme ça, au lieu de continuer dans continuer en géographie. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que il y a des filières porteuses. D'accord. Vous avez déjà les jeunes aient la curiosité de nous écouter. Mais qui quittent leur domaine de confort. Ils se disent, bon... Ils ont confiance un peu en nous. Voilà. C'est les parents d'élèves. Nous sommes des professionnels de la formation. Peut-être qu'ils se disent, bon, disons que eux, ce sont des managers, ils veulent peut-être... en tout cas, pas les uns. Moi, j'ai un autre métier qui me fait bien vivre. J'ai créé cette école pour aider les jeunes. Je n'ai pas d'autre ambition que... C'est pour ça que on me critique parce que j'ai baissé les prix. Mais je ne peux pas créer une école pour l'élite. C'est pour aider ces jeunes. Vous savez, je vais vous dire, c'est un devoir pour nous. Sinon, ce pays... Non, en tant que citoyen. Sinon, ce pays danse. Mais c'est une bombe, cette jeunesse désœuvrée. Moi, je veux vivre, vieillir au Togo. Donc, je n'attends pas qu'on vienne me dire de faire. Donc, j'ai créé cette école pour aider cette jeunesse. Pour qu'ils puissent avoir un avenir. Sinon, tout cet achat que nous voyons, mais dans 5-10 ans, c'est une bombe. C'est une bombe. Cette jeunesse désœuvrée, c'est une bombe. Donc, nous devons jouer notre partition en tant que citoyen pour aider ces jeunes. C'est ce que je fais à l'ESA. Et je leur parle comme je parlerai à mes enfants. Et d'ailleurs, ils m'appellent papa souvent. Et ça me fait plaisir. Et je le cherche le meilleur pour eux. D'accord. Docteur Erega, nous reviendrons tout à l'heure à vous. Oui, docteur Messi, très rapidement, parce que moi, j'ai une autre question pour vous. Je suis totalement d'avis avec le collègue. Simplement, je vais ajouter quelque chose. Vous savez, la motivation se crée par
l'évaluation psychotechnique permanente. Dans d'autres pays où nous avons travaillé, des étudiants qui ont un cycle, je ne sais pas, en semestre, je ne sais pas comment ça se passe ici, 6 semestres, 8 semestres, sont évalués dans un intervalle très très court. C'est juste un apport en complémentarité. Si, dans nos diverses écoles, où, je peux dire, c'est après 6 semestres qu'on évalue les enfants, il sera peut-être, tout parent aime quand un enfant vient à la maison avec une performance réalisée. Hein? Quand un enfant va à une compétition de course et ramène une médaille, c'est encourageant. Oui. Moi, je pense que notre système de formation aujourd'hui, universellement, doivent intégrer en elle-même les méthodes d'évaluation permanente qui encouragent. Je prends un exemple. Ceux qui, mon cas, dans le centre que je dirige, vous voulez avoir un diplôme en marketing. Il y a un module qui vous permet d'avoir un diplôme en marketing en 160 heures. Vous allez dire, mais et les autres? Non, il veut avoir une reconnaissance en marketing. En 160 heures, dans ce module, avec les contenus épuisés, l'enfant peut être évalué et avoir un parchemin qui lui permet déjà d'être motivé, de dire, mais je peux être important en marketing. Ce n'est pas facile de faire les 6 semestres de licence professionnelle. Financièrement, ce n'est pas facile. Il nous faut, comme on l'a au Togo, à travers peut-être le centre que je dirige, des méthodologies où, avec un volume horaire très peu, ce n'est pas encore la qualification qui vous permet d'être au haut niveau, mais cette qualification que vous obtenez après 160 heures vous permet d'avoir un parchemin cumulé. Vous pouvez estimer, faire une étude comparative et avoir. Parce que tous ceux qui ne vont pas dans les universités s'estiment aller faire des métiers parce qu'ils se disent que bon, on les a déclassés. Et pourtant. Voilà. Et pourtant, il y a des possibilités. Voilà. Et c'est là à ce que je voulais venir. Tout à l'heure, on a entendu, écoutez, le docteur Biriga parler, c'est-à-dire les bacheliers arrivent à l'ESA. Exactement. Alors, et pour ceux qui n'ont pas le bac? Et aujourd'hui, ce n'est même plus un problème. Il y a la solution. Ceux qui n'ont pas pu avoir le grade 4, qui est le bac. Le bac. Voilà, disons, qui ouvre la porte à l'enseignement supérieur. Voilà. Avoir un bac, le minimum c'est 12 matières. Je ne sais pas si c'est comme ça. C'est 12 matières, si vous cumulez. Un enfant qui a fait 12 matières n'est pas bête. Un enfant qui a fait 12 matières n'est pas un enfant jeté. Cet enfant peut venir dans une structure où on procède par des certifications, choisir peut-être un Cisco, CCNA. Aujourd'hui, pour les initiés, c'est 2 semaines, 1 semaine. Pour les non-initiés, c'est 3 mois. Cette certification est employable partout où on veut un maintenancier en réseau. Docteur, et ces personnes sont compétentes? Vu qu'ils n'apprennent que le métier. Voilà, ils vont droit au but. Oui, je ne pense pas qu'il y a une autre compétence en dehors du métier qu'on a appris. Est-ce qu'il y a une autre? Si vous apprenez le métier, c'est vous le boulot. Voilà. C'est à vous le boulot. On ne va pas. Si vous avez le doctorat, comme on l'a eu, mais ce n'est pas à moi le boulot comparativement à quelqu'un qui a un CCNA. Moi, je dois m'y mettre, je dois arriver à ce niveau. Je n'ai pas, j'ai eu un doctorat en statistique, mais celui qui a bien fait son programme de CCNA, je ne l'atteins pas. Il est beaucoup plus opérationnel. Il est beaucoup plus opérationnel. Et ces formations, nous les avons. Alors, très tôt, il faut qu'il y ait cet inter-échange. Les milieux de formation, qu'ils permettent très tôt
de ne pas attendre le semestre très tôt. Après 3 mois, ceux qui sont dans l'option, je peux dire, finance, un centre comme le mien, qui offre, après 160 heures, le grade 1 de la finance. Vous n'apprenez que la finance. Voilà. Pourquoi ESA, qui a un cursus dans ce domaine, ne va pas jumeler ensemble pour que ces enfants, il ne faut pas qu'ils atteignent 6 semestres, 3 mois de cours, ils sont tous évalués pour qu'ils aient le grade 1 en finance. Ils auront leur licence professionnelle après, mais avant d'y arriver, ils auront déjà eu beaucoup de choses qui leur permettra d'être dans le marché du travail et de frapper à la porte. Voilà, ils sont pratiques. Voilà, la motivation aujourd'hui doit accompagner l'orientation. Comment nous allons accompagner le système Il faut des éléments motivants. Et les éléments motivants, c'est quand nous donnons ces reconnaissances très tôt à ceux qui sont impliqués pour qu'ils maintiennent et qu'ils aient aussi foi. Voilà. Non, en continuant. Ils gardent le cap. Voilà, je peux, parce qu'il y a des gens, comme ils n'ont pas eu le bac, ils se sentent déclassés. Voilà. Mais il y a beaucoup, excusez-moi le terme, hein, j'étais dans les... Ils n'ont pas eu le bac, mais ils ont la licence professionnelle. S'ils s'arrêtaient, ils allaient peut-être aller faire autre chose. Pourquoi on ne peut pas, nous, le centre que je dirige, il y a 30 000 programmes de certification reconnus par l'Union européenne, dont aujourd'hui je suis expert. À tous les niveaux, même le niveau juridique, un enfant qui a des habilités ne va pas faire tous les crédits. Il vient, il fait le cursus dans le domaine juridique qu'il veut. Il y a un module avec un volume horaire, une masse horaire. Il accomplit cette masse horaire. Il est évalué. Il a quelque chose. Ça le motive même de reprendre les cours très très vite dans des cursus normaux pour aller devant. Donc, c'est une opportunité qui existe chez nous, qui est palpable et qu'on peut aussi exploiter parmi tant d'autres. D'accord. Merci beaucoup, docteur Messi. De Monsieur Battana, alors nous allons, disons, faire encore plus de concret parce que ce soir, nous allons droit au but. Alors, nous parlons de filières porteuses, de l'orientation vers les filières porteuses. Vous êtes, disons, dans l'informatique et puis, disons qu'on a tendance à croire que l'informatique, disons que c'est le secteur porteur, disons, en vogue. Tout à fait. Alors, ceux qui sont devant les écrans, c'est qu'ils veulent du concret. Oui. Nous allons dire des choses concrètes qui vont les intéresser. Mais une parenthèse, il y a quelques semaines, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une autorité, et puis je disais, mais cette année, nous avons eu 40 000 bacheliers. Dans les 2 prochaines années, peut-être, il y aura 100 000. Ça fera 140 000. Et j'ai dit, d'ici 7 ans, tout ce monde aura la licence. Ça fait 140 000. Est-ce que parmi ces nouveaux, à l'allure où nous allons aujourd'hui, sommes-nous capables, nous, élites de ce pays, de trouver 10 000 emplois pour ces jeunes? Et la personne s'est tournée vers moi et dit, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Mais moi, je suis très optimiste. Il y a des choses, les gens n'ont pas les informations. Normalement, on ne devait pas être à l'ère du désespoir. Aujourd'hui, celui en informatique, il y a de l'emploi. Et c'est universel. Vous pouvez vous former au Togo, aller trouver un travail directement aux États-Unis. Nous allons montrer aux gens comment ça se passe. Il y a plusieurs parcours. Il y a le parcours licence master. Ça, c'est le parcours classique. Ça a fonctionné comme ça, mais aujourd'hui, il y a de nouveaux marchés. Il y a le parcours professionnel. Voilà, comme je suis un spécialiste plutôt en statistique qui parle de CCNA. Ça me réjouit beaucoup. Le parcours classique licence master vise à former un individu avec 4 composantes. On veut asseoir la composante scientifique, on veut asseoir la composante l'entreprise et son environnement, on veut asseoir la composante développement personnel. Et ensuite, on met la composante technologique. Ça, c'est le parcours licence master. Si vous avez beaucoup de potentiel et beaucoup d'argent, c'est la voie à suivre. Parce que ça vous permet de devenir un manager et de devenir un grand spécialiste. Mais ce que les Togolais doivent
retenir. Si vous n'avez pas beaucoup de potentiel et vous n'avez pas beaucoup d'argent, je vous conseille de prendre le parcours professionnel. Alors, il a parlé de CCNA. Ça, c'est un spécialiste réseau. Le parcours professionnel, il y a 4 niveaux dans le parcours professionnel. Il y a le niveau débutant, il y a le niveau intermédiaire, il y a le niveau avancé et puis il y a le niveau expert. Vous pouvez être formé au Togo, vous arrivez au niveau expert, vous arrivez aux États-Unis pour chercher un emploi, on ne vous pose plus de questions technologiques. Exemple, la sécurité informatique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Si quelqu'un veut, il peut nous approcher, on va lui dire c'est quoi les filières dans lesquelles il y a... Mais pour caricaturer, il y a 2 filières. Si vous êtes très bon dedans, ce n'est pas possible d'être au chômage. Il y a la sécurité informatique, cybersécurité, et puis il y a le génie logiciel. Voilà. Maintenant, prenons la sécurité informatique. Il y a plusieurs spécialisations là-dedans. Au niveau expert, vous avez CCI sécurité. Ce n'est pas possible d'être au chômage quand on est CCI sécurité. Deuxième filière, il y a une certification qu'on appelle CISSP, Certified Information System Security Professional. Il y a une certification qu'on appelle CASP. Mais ce n'est pas possible d'être au chômage avec ça. Ce n'est pas possible. Vous pouvez arriver à ce niveau sans être jamais passé par l'université. Vous pouvez prendre le parcours professionnel. Comme le docteur Messi l'a dit. Tout à fait. Mais la plupart, si vous allez au Ghana, il n'y a que ça qui fonctionne. Vous allez aux États-Unis, il n'y a que ça. Mais même aujourd'hui, dans les appels d'offres, on demande ces niveaux de certification. C'est vrai, je prends uniquement la sécurité. Vous pouvez avoir plus de 20 enfants spécialisés en sécurité informatique et chacun fait quelque chose de différent. Bon, maintenant, je prends un autre exemple. C'est que les gens ont besoin du concret. Parce que nous, si on n'apporte pas les solutions aux jeunes, mais on ne peut pas avoir... Aujourd'hui, vous voyez, nous avons 42% de Togolais au moins de 15 ans. 60% au moins de 25 ans. 70% au moins de 30 ans. Et les statisticiens disent que lorsque vous avez 30% des gens en âge de bagarre qui sont au chômage, vous avez des soucis à vous faire. L'âge de bagarre, c'est moins de 30 ans. Donc, vous voyez, les jeunes qui m'écoutent, vous avez le bac. Vous n'avez pas beaucoup de moyens. Mais faites, aujourd'hui, nous allons lancer un programme qu'on appelle maintenance, réseau, téléphonie et micro-informatique. Vous allez faire, en 9 mois, vous allez faire le CCNA. Vous savez que vous allez sortir un technicien certifié réseau. Vous allez apprendre à installer le système de téléphone dans la prise informatique. Et vous allez faire la maintenance micro-informatique, logiciel et matériel. D'accord? En 9 mois, vous avez ça. Vous pouvez déjà avoir votre micro-entreprise et vous assurer le contrat de maintenance aux entreprises, aux PME. Et ce n'est pas possible. Si vous êtes à l'intérieur du pays, vous pouvez le faire. Si vous avez 4 à 5 entreprises, vous êtes un chef d'entreprise et ensuite, vous continuez la formation. Si en plus, vous avez un bac F3 ou vous avez un BT en électricité, ça veut dire que vous êtes un interlocuteur unique pour toutes les questions électricité, réseau, téléphonie dans la prise informatique et maintenance micro-informatique. Bon, et même quand je prends les maisons, les gens qui ont des maisons, qui mettent des interphones et tout ça, aujourd'hui l'interphone ne s'installe pas avec les systèmes. Vous avez un système téléphone, vous pouvez mettre un portier téléphonique, vous installez un système de téléphone et même quand quelqu'un vient sonner, ça va sonner sur le téléphone et même sur les téléphones cellulaires. Mais si aujourd'hui un jeune sait le fait, je ne vois pas pourquoi il ne va pas... Non. Il ne va pas chômer. Il ne va pas chômer. Nous avons conçu un programme. C'est vrai que chez nous, nous avons la filière licence master classique. Okay? Mais nous avons injecté une forte dose d'examens internationaux. Voilà. Par exemple, en 3 ans de formation, on vous prépare pour 5 examens internationaux. Parce que sur le plan international, pour être compétitif, il n'y a que les examens internationaux qui comptent. Et là, on parle de certification. Ce sont des certifications. Alors, le bachelier peut passer le même examen en termes de certification que le docteur. C'est-à-dire que vous êtes CCNA, vous avez fait licence, master ou doctorat, vous passez le CCNA. Après, vous passez le CCNP et après, vous passez le CCIE. Si vous êtes administrateur de base de données, vous passez la certification qu'on appelle OCA. Après, vous passez OCP. Après, vous passez OCM. Mais si vous êtes au niveau de expert, c'est-à-dire que OCM, CCE, CISSE, tout ça,
vous quittez le Togo, vous arrivez aux États-Unis, avec quelques années d'expérience, vous êtes à plus de 6 millions de francs CFA de salaire par mois. C'est-à-dire que vous pouvez travailler n'importe où. C'est-à-dire que les examens, ce sont... Alors, les personnes, tout le monde sur cette planète, Russes, Japonais, Européens, Africains, ils passent exactement le même examen. C'est pour ça, partout, c'est valable. Et donc, vous n'avez pas l'argent pour faire l'université, ce n'est pas grave. Vous commencez, vous travaillez et vous continuez jusqu'à arriver au niveau expert. Alors, aujourd'hui, l'informatique s'est demandée partout. Disons que c'est le grand secteur, c'est le secteur porteur. Même vous pouvez ne pas être très fort en maths, parce qu'il y a plusieurs secteurs en informatique. Si vous voulez faire le génie informatique, c'est-à-dire qu'on vous forme pour créer de nouveaux équipements, vous devez être un mathématicien. Voilà, vous devez être bon. Ah oui, vous devez être bon. Parce que si c'est... Ça veut dire, si vous voulez étudier pour créer un truc comme ça, vous devez vraiment avoir un niveau d'abstraction mathématique très élevé. Vous ne devez ou bien pas vous voulez créer des logiciels très complexes. Bon, c'est vrai, moi je vais vous dire une chose. Au début de cette année, il y a un jeune qui est venu me demander un emploi. Il a fait le ISICA, communication à l'université de l'année. Ok, très bien. Il me dit qu'il s'est construit le site web. Il dit, ok, je vais vous rappeler après. Le jour où je l'ai rappelé, il n'était plus disponible parce qu'il est sur un projet de développement logiciel. Mais son diplôme, c'est qu'il a une licence en marketing communication. Ça, je vous parle de janvier. Aujourd'hui, il est employé quelque part et fait le développement logiciel. Il n'a pas appris, c'est un autodidacte. En 2003, j'ai rencontré un jeune Togolais. Il est venu faire le cours chez nous. Après, à l'époque, on n'était pas si grand pour faire le cours professionnel. Après, il est allé continuer au Ghana. Il a arrêté les études en deuxième année de FASEG, sciences gestion, à l'université de Ghana. Et puis, il est allé... Alors, je l'ai rencontré en 2003. En 2003, il a fait le CCNA. Et puis, il est allé faire le Ghana. Et puis, 2016, je le rencontre, je veux l'embaucher. Mais il me sort son bulletin de paie. Le salaire qu'il avait, moi, je ne pouvais même pas le payer. Actuellement, il n'est même pas sur le territoire togolais. D'accord. Donc, deuxième année facile. C'est-à-dire que sur le plan académique, sur le plan diplôme, c'est un bachelier. Mais il est en informatique, c'est un expert. On l'appelle MCSE. C'est expert système certifié par Microsoft. Il n'est même plus au Togo parce qu'il dit qu'on ne paye pas bien ici. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens arrêtent de se stresser. Mais il faudrait qu'on comprenne, M. Batana, il faudrait quand même qu'on dise que ce n'est pas également une façon de dire qu'il faudrait que les gens désertent l'université. Non, c'est ce que moi je... Non, c'est justement pas. Nous sommes en train... Il y a juste de leur donner... Ce que nous sommes en train de dire, c'est pour dire aux gens qu'on ne devrait pas être en train de se stresser aujourd'hui. Le vrai défi, c'est pour trouver... Oui, et puis les gens ne sont pas informés. Les jeunes n'écoutent pas la télévision. Et quand ils sont sur, disons, Internet, c'est pour faire autre chose que des recherches. Oui, mais même si c'est comme ça, si nous on ne fait rien, après, ils sont fâchés, ils vont nous casser. Donc ça veut dire qu'on doit courir derrière eux avec l'information. Voilà, d'accord. Monsieur Batana, nous reviendrons tout à l'heure à vous. Docteur Messi, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire, voilà, c'est pour ajouter à ce qu'il vient de dire, c'est vraiment l'idée qui me parcourait, qu'il a essayé de développer, c'est-à-dire au niveau où il faudra que aujourd'hui, nos formations professionnelles mettent à leur sein des éléments incitatifs. Venir dans des centres qui offrent des certifications. Parce que, je peux dire aujourd'hui, tout ce qui, monsieur est un expert comptable, il est certifié. C'est parce que ce titre-là lui confère que ce marché lui revient. Et aujourd'hui, il n'a pas utilisé ses grades universitaires. Non. Mais il utilise son expertise. Et je pense que l'expertise ne s'obtient pas. Il faut aller très tôt vers ces orientations-là qui vous permettent d'être utile, même si vous suivez le système d'études classique normal. Voilà. Parce que les parents ont besoin d'un retour très tôt. Très tôt. Il peut y avoir un arrêt, peut-être sur la possibilité de financer les études, mais le fait que vous avez pu très tôt avoir une certification permettra aussi d'aller déjà monnayer vos compétences et d'avoir un emploi. Le problème majeur qui se pose derrière les études, est-ce que vous aurez un emploi? Voilà, c'est l'employabilité. Voilà, ça c'est le grand problème. Alors, comment on peut trouver des formules pour que cela puisse se résolver très tôt et pour tout le monde? Je
pense comme C'est le la collègue l'a dit, stratégie il faut aller vers ces méthodes qui ne sont pas longues, mais qui permettent très tôt de vous identifier comme compétent dans tel domaine et d'être opérationnel. Voilà, un expert comme moi, il peut vous employer parce qu'il est sûr que, voilà, j'ai pris un produit qui a la configuration que j'ai besoin et on lui met un salaire derrière. Il y a un problème de mobilité d'emploi aujourd'hui. La mobilité d'emploi, ce n'est que possible lorsque vous avez des compétences, pas des diplômes. Des compétences. Il y a une nuance. Il y a une nuance. La compétence et les diplômes. Alors, docteur Birega, je reviens à vous. D'abord, vous êtes, on parlait tout à l'heure de compétences et vous êtes expert comptable, d'accord. Donc, on sait déjà que vous êtes, disons, dans ce schéma-là, de permettre aux jeunes d'être très vite opérationnels. Alors, au niveau, à votre niveau, quels sont ces secteurs-là, ces filières porteuses vers lesquelles vous poussez les apprenants? C'est vrai qu'il y a l'informatique. Il y a un autre domaine, il y a l'agriculture. J'ai l'agrobusiness, qui est un secteur d'avenir que j'ai chez moi. Et en décembre, nous allons faire partenariat avec la faculté d'agronomie d'Abomey-Calavi. Le secteur d'agriculture, aujourd'hui, c'est très peu développé. Malheureusement, le corps supérieur d'agronomie forme des jeunes, mais qui aiment aller dans les bureaux. Il faut pouvoir former des jeunes qui aiment aller sur des agro-businessmen. C'est des entrepreneurs agricoles. C'est vers là que nous nous orientons et Abomey-Calavi a une expertise dedans. Un partenariat va être signé, je crois, le 16 ou 17 décembre avec la faculté d'Abomey-Calavi qui a une bonne, un background dans le domaine. Le domaine aussi dont j'ai parlé tout à l'heure, j'insiste sur ça, c'est la qualité, sécurité, environnement. Vous savez, c'est un défi pour nous. Si on veut se développer, on n'a pas d'autre choix que de produire des biens et services conformes aux normes. Sinon, vous savez... Ça ne servira à rien. Excusez-moi, je crois qu'il y a un Camerounais qui a dit, et si l'Afrique refusait le développement? Aujourd'hui, nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas. Et aussi, quelqu'un se met à faire, soit on le crée des problèmes, pas jalousie, pas envie. L'Africain est terrible. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Et on se demande, mais est-ce que nous voulons nous développer? Toute la richesse est sous notre sous-sol. Nous avons aujourd'hui la matière grise, c'est-à-dire, vous voyez, autour de la table. Les compétences. Nous avons les compétences. En informatique. On n'a plus rien à envier quand je les écoute, mais bon Dieu, normalement, mais je vais vous dire une chose. Hier, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, sur plus de 100 000 bacheliers, 75 000 sont dans le secteur privé, dans l'enseignement supérieur privé. Qu'est-ce que l'État gagnerait, par exemple, à envoyer 10 000 bacheliers chez lui? On vendrait du service à la nation. Mais on ne le fera pas. On va les envoyer en sociologie, en anthropologie. Mais alors on sait ce qu'il faut faire. Mais c'est ça que je dis. Pourquoi? On sait ce qu'il faut faire. Mais c'est aussi important, hein, docteur. Mais pas en aussi grand nombre. Après avoir écouté tous ces experts parler, c'est là on dit, on refuse. C'est ça la guerre. Voilà. Et si l'Afrique, on refuse. Mais après avoir écouté tout ça... il faudrait qu'on arrête de penser ou d'y parler. C'est ça, on se demande si... qu'est-ce qui ne va pas? Mais on dit qu'en informatique, voilà. Il y a des débouchés. C'est comme vous donnez l'exemple, c'est-à-dire les apprenants viennent, on leur dit ce secteur il est porteur, ils disent non, je préfère. Il faut que l'État arrête de donner l'aide aux étudiants pour aller à l'université. Laisser faire leur choix et des bourses, par exemple, pour venir dans des institutions. Non, ils diront que peut-être vous faites de la publicité pour vous, c'est pour ça. Je parle de moi, si vous permettez. Je parle de bien. Si vous permettez. Mais l'Afrique refuse de se développer. Nous ne voulons pas. Nous savons ce qu'il faut faire. Regardez, par exemple, moi, nous avons été envoyés en France pour nous dire, je veux rendre à la nation ce qu'on m'a donné. Non, on refuse, on ne veut pas. Je me débrouille, je vais vous donner un exemple. Excusez-moi. Vous savez, quand tu parles de l'agriculture, c'est court. Mais quand vous dites aux jeunes des métiers dans l'agriculture, ils ont une mauvaise image. Alors, la solution, c'est quoi? C'est la création de la bourse agricole. Je suis le promoteur. Depuis 2008, je suis à l'esprit de l'UMOA, on a été à Ouaga, on a adopté l'architecture de la bourse régionale.
On a baptisé BPVM, la bourse de produits vivriers, à la demande de la BRVM. Le siège, c'est au Togo. Et aujourd'hui, j'ai créé une bourse électronique qui marche dans le monde entier. Même Millennium Challenge, la fois dernière, m'ont reçu et m'ont demandé qu'est-ce qu'ils feraient. Parce que eux, c'est des Américains. Ils ont été, ils ont vu. Mais ma bourse agricole, elle marche comme la bourse de Chicago. J'ai un doctorat, j'ai fait des stages dans les bourses. Mais ces Européens m'ont dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne vous écoute pas? Mais je leur ai dit, mais je ne comprends pas. Alors que c'est-à-dire sans bourse agricole, il n'y a pas de développement. Mais c'est une donnée scientifique. Je crois que docteur, c'est ça, je vais terminer sans bourse agricole, on ne peut pas valoriser les métiers de l'agriculture et on pourra dire aux jeunes, allez, non. La bourse agricole est une vitrine pour valoriser le métier. Exactement. C'est-à-dire que c'est là où il y a l'information, aussi bien pour ceux qui sont agriculteurs et pour les métiers de l'agriculture. Les Blancs le font, ils l'ont fait. Nous, on est venus, c'est ce qu'on a étudié. J'ai mis ça à mes propres moyens, mais depuis là, on parle dans le désert. Et même on m'interdit d'en parler. D'accord, mais vous en avez parlé, docteur. Oui, monsieur Patana, très rapidement. Vous savez, en fait, nous pouvons régler beaucoup de problèmes dans ce pays. Déjà, il faut, au niveau de l'enseignement, même dès le collège, il faut qu'on développe l'enseignement des valeurs entrepreneuriales. Le leadership, la solidarité, l'audace, le sens de responsabilité, l'humilité, la discipline, la créativité. Vous savez, l'année passée, j'ai mon fils qui était en 4e, il vient, je lui demande, au fait, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Il dit, on leur a appris comment rédiger une lettre de demande d'emploi. J'ai dit, mais attends, mais on ne vous montre pas comment créer une entreprise et puis on vous apprend comment... Mais c'est pas bon, c'est pas bon. C'est que, pour parler du concret, moi, mon vœu le plus cher, beaucoup de choses sont faites au niveau du ministère de développement à la base, tout ça pour essayer de trouver le maximum d'emplois aux jeunes. Mais on peut faire beaucoup de choses. Déjà, il faudrait qu'on développe l'enseignement des valeurs entrepreneuriales dans les établissements. 2, les lycées scientifiques ont été créés. C'est une très très bonne chose. Ils sont 2, un à Kara, un à Lomé. Mais est-ce qu'on ne peut pas en créer un par région et avoir une salle informatique de 100 à 150 machines? Déjà, il faudra qu'on développe l'enseignement des mathématiques. Bon, déjà, c'est l'objectif de lycée scientifique. C'est une très très bonne chose. Parce qu'on aura besoin des gens pour faire ça. Mais on doit ajouter, il faut renforcer l'enseignement de l'anglais. Il faut renforcer l'enseignement de mathématiques et d'informatique. Et puis, peut-être pendant les vacances, on prend les meilleurs élèves de chaque région. C'est-à-dire que s'il y a, en plus de Lomé Kara, si on en met un à Tapamé, un à Sokolia, à Dakar, pendant les vacances, on prend les meilleurs. Et puis, on leur donne l'argent de poche 50 000 francs pendant un mois et demi, n'est-ce pas? Et puis, il y a des formateurs qui sont là pour les former. Et en plus de ça, le ministère de l'économie numérique met en place un incubateur. C'est-à-dire que les gens, parce que quand vous avez la technologie, ça ne fait pas de vous forcément un homme d'affaires. Okay? Si on met ces infrastructures-là pour vraiment susciter des vocations, mais on va créer de la richesse. Vous voyez? Je voudrais ouvrir une parenthèse pour expliquer aux gens pourquoi, au cours de ce siècle, l'informatique va être le nouveau cacao. Je vais remonter vers la fin du Moyen-Âge. Très vite. Très vite. Vers la fin du Moyen-Âge, les Arabes colonisaient le Nord du Sud et ils faisaient le commerce avec les Chinois. Et c'était l'époque où il y avait la boussole, on a inventé la boussole, le gouvernail et des choses comme ça. Mais sur la même période, c'est qu'il faut l'histoire est très importante pour comprendre le présent. Sur la même période, les Européens faisaient le commerce avec l'Inde et ils passaient par Istanbul. À l'époque, c'était l'Empire ottoman, d'accord? Et en 1453, l'Empire ottoman a décidé de monter les taxes douanières. Donc ça a découragé les Européens. Ils se sont énervés, ils ont dit qu'il faut qu'ils trouvent un moyen pour arriver aux Indes, mais sans passer par Istanbul. Pour pouvoir contourner. Pour contourner. Donc voilà, à cette époque-là, mais le Portugal et l'Espagne avaient les meilleurs navigateurs et étaient les meilleurs en fabrication de bateaux. Donc, c'est pour dire que l'homme va de révolution en révolution. Et à chaque révolution, les puissants changent. Les opportunités aussi. Donc, cette période-là, vous voyez, c'était la période de Vasco de Gama, Christophe Colomb, Barthélemy Diaz et tout ça. Donc, et ils ont, parce qu'ils savaient de bons navigateurs et ils
savaient fabriquer les bateaux, ils sont allés conquérir les territoires pour le pays. Cette période a pris fin avec la révolution industrielle. Quand la révolution industrielle est arrivée, qu'est-ce qui faisait la puissance des pays? C'était ceux qui avaient beaucoup de charbon d'acier et les hommes capables pour les transformer. Et le symbole de la puissance, c'était l'usine. La période industrielle, selon les historiens, est finie en 2010. C'est-à-dire que depuis les années 2010, l'Afrique est rentrée avec une décennie de retard dans la révolution informatique, encore appelée révolution de l'information ou révolution Internet tout court. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'au cours de ce siècle, les pays qui vont avoir de l'expertise pour créer des logiciels et les vendre aux autres pays, ou bien pour créer les matériels et les vendre aux autres pays, c'est eux qui vont devenir les plus puissants. Voilà, et ou qui vont avoir l'expertise en sécurité informatique pour même dominer les autres. Donc voilà les nouveaux puissants. Ça veut dire qu'actuellement, le pays doit avoir l'expertise en génie logiciel, en sécurité informatique. Bon, pendant les décennies qui vont, pendant ce siècle, les États-Unis et les Chinois vont toujours avoir le monopole sur la création de nouveaux équipements. Mais on voit que la création de logiciels, déjà en Inde, près de 80% des ingénieurs génie logiciels sont aux États-Unis. Près de 80% des ingénieurs génie logiciels sont des Indiens. D'accord? Donc, la réponse est claire. Nous sommes à l'ère du tout numérique. Il faut développer l'expertise. C'est une masse critique de gens en sécurité informatique et pouvoir créer les solutions et les vendre aux autres. Point. Donc, et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il y aura beaucoup d'emplois? Vous allez voir qu'à partir de maintenant, les télévisions, les climatiseurs, les réfrigérateurs auront un programme informatique dedans. Il faut des gens pour les écrire. Dans les administrations et dans les entreprises privées, la plupart des documents vont passer dans les ordinateurs. Les États vont commencer à automatiser les processus de gestion. Par exemple, l'État civil central. Au Cap-Vert, il n'y a plus de recensement. Et on parle du e-gouvernement. Donc voilà, c'est qu'il faut que les gens comprennent. L'histoire, c'est très important. Ça permet de comprendre qu'est-ce qui va se passer et on se positionne en conséquence. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Batana. Alors, Dr Messi, je vais vous donner la parole, mais ce sera également votre mot de fin parce que nous sommes arrivés à la fin de ce débat. Très rapidement. Oui, moi je dirais que c'est la formation qui crée l'emploi. Simplement, il faut noter qu'aujourd'hui, il faut y ajouter dans nos formations la projection. Vous voyez, il a parlé tout à l'heure de la bioénergie, qu'il a expliqué dans le domaine de l'agriculture. Mais si nos milieux de formation n'utilisent pas les outils de projection pour transformer ce qui était théorique en image, vous voyez, aujourd'hui, pour expliquer un principe de Six Sigma qui est indispensable dans un système d'entrepreneuriat, il faut le projeter. Voilà. Lorsque les apprenants ne bénéficient pas de la visibilité, de la projection de ce qu'ils apprennent, la motivation devient... Donc moi, c'est une exhortation. Si aujourd'hui nous voulons très tôt apporter de la valeur à nos enfants, il faut que ces écoles aient des outils de projection. Parce que quand on voit ce qui est fait, la conception c'est scientifique. Elle est bien maîtrisée et on est même plus motivé à y aller vers. Je pense que c'est un ajout. Voilà. Les projections doivent accompagner aujourd'hui les formations parce que ce sont des éléments qui orientent et qui permettent aux enfants de se positionner par rapport à ce qu'ils veulent devenir. Si on ne projette pas, par exemple, je prends un schéma d'un routeur. Lorsqu'il est projeté, l'enfant apprend l'interconnectivité qu'il y a. Il comprend vite. Et cela aussi est aidant. Je pense que ceux qui vont créer de l'emploi, c'est ceux qui seront mieux formés. Et quand on est mieux formé, l'informatique est utile partout. Le domaine de l'informatique n'est plus... à l'ère du tout numérique. Voilà, n'est plus, mais c'est dans tous les domaines aujourd'hui. Mais lorsque c'est projeté, ça va accompagner. Dans les écoles américaines, dans les centres de formation, c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est un accompagnement. Merci beaucoup, docteur Messi. Monsieur Tenyao, je vous donne la parole très très rapidement pour votre mot de fin. Et moi, je profiterai pour vous poser la question avec une réponse rapide. Et quelles sont les conséquences d'une mauvaise orientation? Bon, lorsque nous faisons une mauvaise orientation, ça veut dire que l'étudiant ou l'apprenant peut décrocher, c'est-à-dire qu'il peut abandonner les études
ça peut avoir également des conséquences désastreuses sur les finances, c'est-à-dire que les parents vont dépenser inutilement, il ne pourra pas avoir un diplôme conséquent et il sera pour toujours dans le chômage. Soit il sera incompétent carrément. Oui, mais si vous pouvez, en une minute, pour aborder quelque chose là. À l'université également, on a des raccourcis qui peuvent permettre aux élèves qui n'ont pas eu cette possibilité d'avoir leur bac de s'inscrire en capacité en 2 ans de formation pour être titulaire de ce certificat-là, qui peut maintenant leur permettre de faire les études en droit pour être un avocat ou pourquoi pas un bon juriste. Il y a également un centre de l'éducation avec 120 crédits où le CAPSEC, on peut vous admettre là-bas en 2 semestres à avoir une licence professionnelle ou une licence fondamentale. Et il y a encore 2 écoles, 2 collèges d'enseignement technique spécialisés en agriculture. Comme le pays, c'est un pays essentiellement agricole. Il y a le collège d'enseignement technique du Gamin, SEVA, et un collège à Tchamba. Donc les 2 centres de formation la forment les agro-forestiers. C'est-à-dire que les secteurs porteurs sont également pris en compte dans l'enseignement public que dans le privé. Alors M. Batana, un dernier mot. Oui, et ce que je voudrais dire, la filière professionnelle dont on parle, le parcours professionnel dont on parle tant, normalement, qui sont ceux qui arrivent là-bas? Si vous avez un bac A, vous êtes féru d'informatique, vous pouvez venir le faire. Si vous avez un autre diplôme dans un autre domaine quelconque et vous vous sentez aimer l'informatique, vous voulez le faire. Et ce n'est pas la peine de faire licence master parce que vous avez déjà une espèce de formation. D'accord? Alors, ce que je voudrais dire, je voudrais que les gens essaient d'aller aux informations et qu'on sorte des sentiers battus. Au cours des 3 dernières années, nous avons pris des licenciés, des gens titulaires d'une licence en droit. Et je leur ai dit, vous devez être les meilleurs spécialistes, les meilleurs avocats spécialisés en informatique dans la région. Ils ont fait 15 mois de formation. Les premiers ont le CCNA dont il parle, diplômés en droit. Et je leur ai dit à quoi ça sert. Premièrement, les entreprises technologiques ont besoin dans leur département achat et suivi de contrat des gens qui maîtrisent la technologie et qui connaissent le droit. D'accord? 2. Dans ce pays-là, lorsqu'on va se mettre à faire les lois en informatique, vous croyez que c'est l'ingénieur qui n'a pas fait le droit qui va aller aider l'Assemblée? Ça doit être, soit vous faites une étude d'ingénieur et puis après vous faites le droit, ou vous êtes juriste et vous apprenez la technologie. C'est pas compliqué lorsque c'est un truc pratique. Je leur ai aussi dit, lorsque l'État ou les autres entreprises vont se lancer à grande échelle dans les projets d'archivage électronique, il faut l'œil d'un ingénieur mais qui connaisse le droit. Vous comprenez? C'est que si les gens ont besoin de informations, ils peuvent nous appeler, on va leur dire. C'est que on nous devrait. Il faudrait aller, il faut que les gens arrêtent de stresser. Aller aux informations. Il y a des débouchés. Il suffit de connaître. Je pense seulement l'informatique et quand je vois l'étendue des débouchés, je suis surpris de voir combien les gens sont très sensibles. D'accord, merci beaucoup, M. Batana. Docteur Mirega, nous terminons avec vous. Donc, je pense que ce débat nous a mis l'accent sur l'importance de la formation des ressources humaines de notre nation, et spécialement de la jeunesse. Souvent, je suis très surpris par les jeunes qui ont soif de connaissances, même des salariés qui viennent en cours du soir et qui veulent apprendre, et c'est encourageant. À nous de leur donner les meilleures informations, les meilleures orientations pour qu'ils puissent réussir leur parcours académique et leur insertion professionnelle. Et je dirais que l'avenir de ce pays dépendra de la qualité de la formation que nous allons dispenser à notre jeunesse. Pas des formations qui vont leur donner du boulot au rabais, mais des métiers d'avenir. Et nous souhaitons que nous qui sommes dans le privé, une fois que la collaboration avec l'État se renforce pour le meilleur devenir de la jeunesse, qui est notre souci commun. Oui, la jeunesse, la relève de demain. La relève de demain, ce qui est notre souci commun. Donc, on nous encourage, et je pense qu'il y a de l'espoir. Ce n'est pas une fatalité, les sous-développements. Nous avons aujourd'hui, je peux l'affirmer, les ressources, les qualités, les hommes compétents. On a vu autour de cette table, dans la diaspora, au Togo, pour relever ce défi
de permettre à ce pays de devenir émergent. D'accord. Merci beaucoup, chers invités, d'être passés ce soir nous rappeler l'importance de l'orientation et surtout l'orientation vers les filières porteuses. Vous en savez donc un peu plus. L'important, c'est d'avoir des compétences aujourd'hui. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Le prochain rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.